Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière, d'être toujours, toujours heureux. Parmi les gravats, ils souriaient, dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait... Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Et je sentais en moi bouillonner ces transports que le premier soleil au cœur d'Adam fit naître. Une femme passée, elle me regarda. Je ne sais pas quel feu son œil sur moi darda, de quel emportement mon âme fut saisie, mais il me vint soudain comme une frénésie. C'est du Maupassant, c'est tiré d'une anthologie érotique dont nous allons recevoir dans un instant l'auteur. Bonsoir, c'est Des mots de minuit. Vous êtes chez vous, en voici le sommaire. L'érotisme à la portée de tous. Longtemps censurés, les textes érotiques du sulfureux Pierre Louis sont enfin rassemblés en un volume unique par Jean-Paul Goujon. L'occasion de découvrir l'œuvre libre d'un poète collectionneur frénétique et observateur infatigable de ses propres mœurs. Dessin libertin au format poche. Dans Comtesse, Aude Picot regarde sous les jupes d'une belle aristocrate à coquiner avec son valet. Un traité d'éducation sexuelle en costume d'époque, publié dans la collection BDQ des requins-marteaux. La femme est-elle un homme comme les autres ? Non, répond la philosophe Sylviane Agacinski dans son dernier livre « Femme entre sexe et genre ». Après avoir bataillé contre les mères porteuses et la prostitution, elle pointe aujourd'hui les spécificités de la servitude des femmes et s'attaque à la pensée queer qui vise à faire disparaître les sexes au profit des genres. Ils sont les invisibles de l'Europe, ceux qui brûlent leurs empreintes digitales dans l'espoir d'une incertaine terre promise. Dans Ceux qui passent, la journaliste Haïdé Sabéran raconte le quotidien des migrants échoués dans le nord de la France en attendant un camion pour l'Angleterre. Guédalia Tazartes est un voyageur immobile, un bricoleur de sons qui applique à la musique les techniques du cinéma. Ses chansons sont des films colorés nourris par des peurs enfantines, des sonorités mélangées et un imaginaire foisonnant. Charnel, différentialiste, errant, Des mots de minuit, numéro 455. Des mots de minuit 455 et on commence par un certain regard et je pourrais dire que vous allez voir qu'on va en parler plutôt beaucoup dans l'émission, plutôt un certain sexe, hein, bon voilà. Donc avec vous Jean-Paul Goujon pour l'œuvre érotique de Pierre Louis, c'est publié dans la collection bouquins chez Robert Laffont. Avec vous Aude Picot, Comtesse, sexe interdit aux puceaux et aux moins de 18 ans. Qu'est-ce qui vous prend vous êtes dans une veine autobiographique traditionnellement quand vous faites de la bande dessinée. Qu'est-ce qui vous a pris d'écrire Comtesse ? Eh ben, c'est un exercice de style passionnant pour une dessinatrice, enfin un dessinateur, de parler du désir avec le dessin, enfin essayer de créer le désir au dessin. Voilà, moi c'était un exercice que j'avais envie de mener à bien. Et d'illustrer. Oui. Forcément. On va y venir dans une seconde. Pierre Louis. Qui est-ce ? Alors, vous d'abord, qui êtes-vous ? Parce que vous êtes un obsédé, lui est obsédé. Obsédé, on va voir de quelle manière, c'est-à-dire à la fois dans l'écriture, dans la littérature, dans la collection, dans l'anthropologie, sur cette chose singulière qui s'appelle un coït, par exemple, mais pas seulement. Et vous, vous êtes obsédé par lui. Oui, mais c'est très ancien, alors je ne sais pas ce que je peux reconnaître de Louis en moi, mais c'est une œuvre et un destin qui m'a fasciné il y a une trentaine d'années, et je me suis mis à faire des recherches, à écrire sa biographie, etc., et je m'aperçois que c'est assez inépuisable. Quelle est la première œuvre que vous rencontrez de lui ? Alors vous êtes universitaire, oui. Vous avez et vous êtes spécialiste notamment du 19e, hein, oui. Et vous avez fait toute votre carrière
en Espagne, par les hasards professionnels. Et c'est plus, je crois que c'est à Séville. Que Ben oui. Oui, je suis à Séville. Alors évidemment, La femme et le pantin, qui est peut-être le chef-d'œuvre de Pierre Louis, il y a une espèce de destin ou de fatalité qui devait m'entraîner par là, sans doute. Et comment vous faites pour comment ça se passe quand vous le rencontrez comme ça? Qu'est-ce qui vous attire chez lui? C'est les fureurs dont parlait Maupassant, la frénésie dont parlait Maupassant tout à l'heure? Oui, il y a une frénésie. C'était un drôle de zèbre pour parler français. Et il y a chez lui des choses multiples. Bon, c'est quelqu'un qui a eu une espèce de folie de la femme et de l'amour. Mais en même temps, c'est un poète. Bon, il ne faut pas l'oublier. Bon, il y a un romancier, il y a un poète. C'est un érudit. Il a de multiples facettes. Alors, si on parle d'érudition et par rapport à cette œuvre érotique connue sur le tard, bien après sa mort, parce que lui ne souhaitait pas l'avoir publié, 2, parce qu'il supposait qu'il allait être censuré, 3, parce que cette œuvre a été dispersée par des ayants droit qui ont voulu faire de l'argent, et 4, parce qu'enfin, aujourd'hui, on a peut-être un tout petit peu plus de latitude. Oui, certainement, parce qu'à son époque, c'était absolument impossible. Alors déjà, son œuvre, disons, officielle, entre guillemets, est assez libertine. Bon, La femme et le pantin, Aphrodite, il y a des détails qui pouvaient paraître un peu osés pour l'époque, mais ce n'est pas évidemment pornographique. Alors, pour lui-même, il accumulait les œuvres érotiques qu'il devait ranger dans ses tiroirs. Si vous me permettez d'être trivial, on sent une accumulation d'expérience chez Pierre Louis, d'expérience sexuelle. Et en même temps, on sent chez lui une obsession de tout savoir, de tout trouver. Et donc, comment peut-on faire les deux en même temps ? Il est allé vers une espèce d'impossible, je crois. Et d'ailleurs, on le voit dans ses amours avec notamment Marie de Régnier. Il n'a pas pu réaliser vraiment son rêve. Il y a chez lui, je crois que c'est la curiosité qui l'emporte. Alors, on va lire Pierre Louis n'est point un écrivain érotique comme les autres. D'abord parce que, répétons-le, son œuvre libre n'est nullement une création de circonstance, une excroissance incongrue qui servirait de repoussoir au reste. Bien au contraire, cette œuvre libre constitue sa création la plus constante, la plus acharnée, dites-vous, la plus totale. C'est à n'en pas douter celle où il aura mis le plus de lui-même, avec une frénésie, revoilà le mot, qui débouche sur un véritable absolu. Il est peu d'êtres, en effet, qui se soient autant que lui, et avec autant d'opiniâtreté, employés à interroger les mystères du sexe. Qu'est-ce qu'il accumule, Pierre Louis, chez lui, par exemple? Par exemple, les livres érotiques, écrits par d'autres, évidemment. Il avait une bibliothèque absolument fantastique, mais ça ne se limitait pas du tout à la littérature. Il s'intéressait à la photographie érotique, dont il avait une collection extraordinaire, et il en prenait lui-même aussi. Il avait des sculptures, etc. Est-ce que vous connaissez Pierre Louis ? J'ai eu le temps de lire un peu et je découvre, mais ça m'intéresse bien, pas mal. On va écouter Pierre Louis et je vais demander à Alexandra Lemasson de bien vouloir venir nous en lire un extrait. Alexandra. Bonsoir. Bonsoir. Prologue d'une comédie érotique. Majesté, mes seigneurs, messieurs, mesdemoiselles. S'il se trouvait ici par hasard des pucelles qui n'auraient pas de poils sur la motte, pardon, j'ai dit un mot de trop? Pas de poils sur le con? Si je voyais dans ce voluptueux repère des filles qui n'auraient jamais sucé leur père, ou qui négligeraient de le faire cocu par les 2 trous que Dieu leur a mis dans le cul. S'il se trouvait ici des Lucrèces pareilles, je les prierais tout bas de boucher leurs oreilles pour ne pas se branler comme elles font au lit. Mesdames, quant à vous, si votre chair faiblit et s'il vous prend envie, en regardant la scène, de vous asseoir plus loin sur une pine obscène, réprimez vos ardeurs, vous baiserez chez vous. Pour l'instant, c'est à moi de tirer 12 coups, avec le petit con dont voici la fourrure. Un collet de poils noirs est sa seule parure. Il est étroit mais chaud. Rien ne peut l'élargir. Il a 16 ans. Un vie le fait encore rougir.
et le contact velu d'un simple testicule le fait jouir à flot quand mon frère l'encule. Pardon, j'ai dit un mot de trop, je crois. Si vous n'avez qu'un trou, mesdames, j'en ai 3 et je me servirai des 3. C'est dans mon rôle. Et d'ailleurs, j'ai toujours trouvé cela très drôle. Bravo. Merci, merci Alexandra. Ce qu'on remarque dans la crudité apparente du terme, c'est aussi l'incroyable corpus littéraire que ça constitue, parce qu'il y a chez Pierre Louys, dans cette volonté, il écrit pour lui, il n'écrit pas pour les autres, puisqu'il le garde dans son tiroir, mais c'est la volonté d'aller au mot le plus juste, donc finalement un travail extraordinaire d'écriture et de langage. Oui, c'était un poète, puis c'était un poète de la génération symboliste, qui vraiment avait interrogé le langage. Bon, ses amis... Il est mort en 25, hein. Il est mort en 25, mais ses amis de jeunesse, ses grands amis de jeunesse, c'était André Gide et Paul Valéry. Alors bon, il y avait Oscar Wilde aussi. Enfin, tous ces gens-là cherchaient à faire un langage assez perfectionné, assez élitiste. Mais il y a une chose qui est remarquable chez Louis, je crois, c'est le comique, la parodie, les choses piquantes dans l'extrait qui a été lu. Où, vous voyez, il joue aussi avec cet érotisme. Alors, bon, pardon, j'ai dit un mot de trop. Alors, ça brouille un peu les pistes. On se dit, mais il s'amuse avec nous. C'est quelque chose qui donne, je crois, un piquant supplémentaire. Qui fait du détournement. Voilà. C'est assez étonnant qu'il attribue à Gide des poèmes, érotiques. Oui. Comment est-ce que son œuvre a été... Comment est-ce que vous avez retrouvé... Parce que vous avez déjà, vous êtes un bibliographe, oui. Un biographe et bibliographe aussi. Et donc vous avez déjà retrouvé quantité de textes de Pierre Louys, que ce soit épistolaires ou que ce soit ces textes qui sont publiés aujourd'hui. Comment est-ce que vous travaillez ? Autrement dit, comment est-ce que vous allez chercher chez le collectionneur le texte rare ? Je fais le détective, hein. Il faut faire le détective, c'est-à-dire qu'on sait que dans une vente aux enchères, il y a 30, 50 ans, il y a eu ça, puis on va voir, on essaye de savoir qui l'avait acquis, on va chercher les descendants, ou que tel collectionneur a acquis, il y a eu des ventes à l'hôtel Drouot, etc. Mais un certain nombre de textes demeurent encore sous le boissou, parce que les collectionneurs sont très jaloux de leur capture. Quelle est, selon vous, à tous les deux, alors vous d'une génération plus actuelle, quelle est la place de la littérature ou de la BD érotique aujourd'hui pour vous ? Est-ce que ça a toute sa place ? Est-ce qu'il y a des interdits ? Est-ce qu'il y a des impossibilités ? On parlait tout à l'heure de photos impubliables de Pierre Louys. Non, mais bien sûr. Non, en tout cas, nous, là, cette collection que les Requins Marteaux lançaient, a priori, jusqu'à présent, tout le monde a fait un peu ce qu'il a voulu. Mais il n'y a pas une production contemporaine très riche. Donc, on était content de relancer le sujet, en fait. Et écoutez ce que disait Jean-Jacques Pauvert, c'était en 2001, c'était à l'occasion de la publication du dernier tome de son anthologie historique, des lectures érotiques, et il parlait de la disparition de la littérature érotique. Écoutez. Je ne parle pas beaucoup de littérature érotique. Vous refusez le terme, d'ailleurs. Oui, complètement. Parce que ça n'a jamais voulu dire grand-chose, sauf il y a quelques siècles, et puis ça ne veut plus rien dire maintenant. Je pensais au livre de Catherine Millet, je pense au livre d'Annie Ernaux, Se perdre. Mais justement, j'ai participé à différentes émissions ces temps-ci avec Catherine Millet, qui est une personne fort sympathique, fort intelligente, et dont le livre est tout à fait réussi. Simplement, elle est tout à fait d'accord avec moi, ça n'est pas du tout une lecture érotique. Absolument pas. Il y a strictement que les faits, sujet, verbe, complément, et un alignement de faits qui arrivent à être un peu toujours les mêmes. Il y a pas de... mettons qu'il y a un peu d'érotisme, à mon avis. Il n'y en a pas, mais c'est son avis aussi à elle. Mais il y a surtout pas de littérature. C'est un constat. C'est un bon constat, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut... pourquoi, à votre avis, qu'est-ce qui inhibe l'écrivain érotique aujourd'hui ? Qu'il y en a trop, peut-être, je ne sais pas. Qu'il y en a trop ? Oui, et puis qu'il faut peut-être une certaine censure, entre guillemets, disons certains obstacles,
je sais pas, pour que... Parce que le porno prend une place immense, et donc l'érotique qui est plus littéraire, qui est plus... ou qui a une histoire. C'est vrai que dans une société de l'immédiateté, il vaut mieux du porno qui s'arrête à ce qu'il montre et qui n'ouvre pas des champs possibles. On parle de Pierre Louys sur sa qualité littéraire. Ah oui. Ceci, par exemple. Ah, mes cheveux sont blonds comme la poussière sur les routes, comme les feuilles des bouleaux à l'automne, comme la robe des chevaux d'Hispanie qui viennent avec les caravanes. Mes cheveux sont blonds comme le désert, comme le Nil éternellement lent. Ils sont tellement de la couleur de ma peau qu'à distance on ne les voit pas bien et j'ai l'air d'être sous mon voile un peu de brouillard rose et blond. Oui. Magnifique. Oui, alors il faut préciser que ça se trouve dans un texte qui est assez brutal ensuite et scatologique, mais il fait coexister les deux. Il y a le mélange. Oui, mais il y a une qualité d'écriture, c'est ça. C'est peut-être ça qui manque aujourd'hui. Alors la qualité d'écriture chez Aude-Picot, elle est simple, il n'y a rien d'écrit. Donc, Bah non. Bah, le dessin, moi je dessine, donc... promenons-nous dans votre travail. Pas besoin de mots. Oui, parce que je trouve que sa BD fait appel à un type de lecture qui est de la sensibilité, puis il y a de l'ironie. Enfin, il y a des séquences, que je le disais, qui sont construites d'une façon très, à mon avis, très fine et très suggestive. Oui, pas toujours. Mais enfin, oui. Bon. Que nous racontez-vous? Quelle est cette jeune femme du 18e? Qu'est-ce que c'est que cette initiation? Alors le 18e, parce que c'est, on en parlait aussi tout à l'heure, siècle pour les femmes qui est plutôt, tolérant, quoi, et avec un libertinage magnifique. Et après, moi, je suis vraiment très intriguée de voir à ma génération autour de moi que la moitié des nanas n'arrivent pas à jouir, quoi. Vraiment, dès qu'elles sont avec un partenaire, il y a une espèce de blocage et de peur de... Il y a un blocage, quoi. Et donc, j'avais envie de raconter l'histoire d'une femme qui apprivoise sa propre libido, en fait, et qui est autonome dans son désir, et qui progresse, qui passe... du fantasme qui l'envahit complètement jusqu'à expérimenter. Et puis voilà. Bon, et dans votre livre, est-ce qu'on fait bien la différence entre le réel et le fantasme? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un des intérêts de votre bande dessinée d'être toujours... Moi, j'aime bien mélanger les deux. Je trouve que ça fait partie de la sexualité, l'imaginaire. Et l'imaginaire, fait partie du jeu. Qu'est-ce qui fait... Alors, ce que souligne Aude-Picot, c'est effectivement, ce que vous dites, c'est la difficulté du plaisir, autrement dit, et donc peut-être la difficulté du partage de quelque chose qui est aussi intéressant dans la sexualité. Qu'est-ce qui fait qu'au tournant du 19e, il y ait une espèce de resserrement de la tolérance de la société, alors que tous les siècles précédents ont été extrêmement tolérants, ou plus tolérants? Quand vous avez fait, tout à l'heure, j'en lisais un extrait d'une anthologie érotique, on voit bien qu'il n'y avait pas de retenue jusque ce 19e qui est bourgeois constrictor, si j'ose dire. Je crois que ça tient au fait que le 19e a été un siècle absolument terrible. C'est le siècle du colonialisme, c'est le siècle du puritanisme et de quantité d'autres ismes, et on s'est trouvé à la fin sous une espèce de chape de plomb, même s'il y avait certaines soupapes. Mais ça a été un siècle terrible, je crois. Quand est-ce qu'on en sort? Très tard. Moi, je pense que le 19e siècle, à bien des égards, a duré je dirais presque jusqu'en mai 68. Et mai 68, c'est une bouffée d'air? Ah oui, c'était une bouffée d'air. Oui, ça a été une bouffée d'air qui n'a peut-être pas duré. Sur ce registre-là, de la littérature érotique et de... Oui, ça a dû permettre un peu. C'est à partir de ce moment-là ou quelques années après qu'on a... Alors, je vous propose d'écouter Milo Manara. Ah oui. Qui est quand même un des papes de la BD érotique. Et on lui a posé un jour la question dans cette émission, pourquoi faites-vous ça? Et il nous a répondu, tout pour moi est histoire de passion. La côté érotique, la côté jolie femme comme ça, frappe la fantaisie plus que les autres choses peut-être. Moi, je dois dire que je suis particulièrement porté à l'érotisme. Moi, je l'aime beaucoup, surtout certains érotismes mental, plus que physique. Je ne suis pas un Superman.
Et je ne suis même pas une Non, mais vous avez le droit d'avoir des fantasmes. Hein. Non, oui, j'ai vu des fantasmes, bien sûr. Et donc, mais ce sont des fantasmes que j'aime beaucoup, quand même. C'est vrai. Oui, oui, absolument. Ce n'est pas plus facile de raconter l'érotisme que raconter autre chose. Hein. Donc, si on choisit l'érotisme, c'est parce qu'on aime l'érotisme. Alors vous nous avez dit tout à l'heure que c'était, vous n'aimez pas forcément, mais en tout cas c'est un exercice de style. Et il y a une réponse aussi à une interrogation que se posent les jeunes femmes de votre génération sur le rapport au plaisir et le rapport à l'autre. Ça dit quoi cette collection au BDQ? Alors la planète des vulves, Teddy Beat, les melons de la colère de Bastien Vives, donc des gens qui sont des gens qui sont par ailleurs connus. Alors il y a de la provo, de l'humour. Bah oui. Ça c'est le parti pris des directeurs de la collection, Ciseaux et Frédéric Felder, qui donnent un ton super marrant. Moi j'aime bien. Enfin, je sais pas comment en parler. Après il laisse carte blanche aux auteurs choisis. Donc, qui se défoulent. Ouais. On termine avec un certain regard avec Pierre Louis. Alors Pierre Louis qui est très intéressant parce que alors ça s'appelle, et ça c'est quand même aussi assez extraordinaire, oui. C'est son catalogue chronologique et descriptif des femmes avec qui j'ai couché, ça date de février 1892. Et par exemple, inconnue, environ 18 ans, plutôt brune, raccrochée un soir près de la gare Saint-Lazare en revenant d'une promenade à pied de Chaville à Chatou. Inconnue, environ 28 ans, blonde, baiser rue des Lombards, m'a donné ma première chaude pisse. Donc il y a beaucoup de prostitution quand même. Oui, énormément. Énormément de prostitution. Donc la qualité du plaisir, elle est n'est peut-être que d'un côté. Oui. Ça, on peut le dire. Je vous renvoie alors dans cette publication, puisqu'on s'est un peu arrêté, j'ai reçu, sans l'avoir lu, mais 6 érotiques plus 1 de Jacques Drillon, qui sont des textes érotiques assez étonnants. Hein, et ce sont des scènes érotiques qui sont dans des lieux, et on reste là dans des siècles antérieurs au XXe. Hein, c'est curieux. Et puis, journal particulier de Paul Léotot, au Mercure de France. Alors là aussi, Paul Léotot, ce journal particulier où il évoque toute sa relation difficile avec ces femmes et le fait que ces deux plaisirs dont vous parliez tout à l'heure ne se rencontrent pas toujours forcément au même moment. Vous allez continuer dans la bande érotique, dans la BD érotique ? Disons que je voudrais mettre plus de sexualité dans mes livres maintenant, sans forcément le dissocier et en faire à des projets à part entière. Je vais mélanger les deux. Ouais. Comme Pierre Louis. S'il fallait un texte d'initiation à Pierre Louis, ce serait lequel ? Le manuel de civilité à l'usage des petites filles des maisons d'éducation, qui est hilarant. Voilà, parce qu'il y avait aussi chez Pierre Louis énormément d'humour. Hein, il ne faut pas l'oublier. Musique, pour continuer cette émission, avec Guédalia Tazartes. On va vous écouter dans un premier extrait de la bande originale du film muet danois Aksan, qui veut dire sorcière. Ça date de 1992. C'est un film qui a été signé par Christensen et donc que vous avez remusicalisé avec Jack Berocal à la trompette.
Guédaït Azartès, vous allez venir nous rejoindre et vous allez tout à l'heure nous expliquer pourquoi et comment vous faites cette musique, notamment celle-ci qui vous sert à illustrer un film, Aksan, oui, qui date de 1922 oui, et qui a été signé par Christensen. Hein. Exact. Dites-moi un mot, quand je vous aurais dit que vous êtes à côté d'Haïdé Sabéran, qui est journaliste et qui vient d'écrire Ce qui passe, et Sylviane Agacinski, philosophe. Dites-moi deux choses simplement pour commencer. Si je dis Bois de Vincennes et la mort de votre grand-mère, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Mais ça évoque pour moi le début d'extérioriser ce que j'avais à l'intérieur, le chant. Vous aviez quel âge à l'époque? 12 ans. Et vous alliez chanter tout seul au Bois de Vincennes? Oui. Et vous êtes devenu... Pour honorer ma grand-mère, en quelque sorte, que je n'ai pas tellement honoré de son vivant, car les enfants sont souvent ingrats et inconséquents. Enfin, je parle pour moi-même. Bah, pas pour mes enfants. Haïdé Sabéran, Ce qui passe, donc c'est un livre que vous avez consacré, que vous consacrez au travail que vous avez fait sur plusieurs années, à ce qui s'est passé du côté de Calais, dans le Pas-de-Calais, c'est-à-dire pas très loin de l'Angleterre, à 40 km, c'est un bras de mer, et à ceux qu'on appelle les migrants, ou les aires migrants, comme certains les appellent. Et je me disais, alors que la question se pose, hein, de la manière dont peut se fabriquer dans un État, dans une République, une solidarité par rapport à ceux qui sont attirés par ce qu'on leur fait miroiter. Je me disais qu'il y a une question qui m'a immédiatement sauté au visage, comme ça, c'était l'idée du temps. Et tous ces gens qui se battent pour passer par Sangatte et aller en Angleterre, ont passé un temps fou sur la route, ont passé un temps fou dans les prisons, ont passé un temps fou à se faire violer, etc. etc. Et je trouve que cette idée du temps, on l'oublie souvent quand on dit ben, ces gens veulent venir toucher nos allocations. Oui, enfin... Je ne sais pas s'ils veulent venir toucher nos allocations, je pense que surtout ils fuient. Non, quand certains disent... Oui, ils sont poussés vers la sortie surtout. Effectivement, ça peut durer des années, oui. Un voyage de migrant peut durer quelques mois s'il a assez d'argent, ou voire même quelques heures s'il a énormément d'argent pour pouvoir partir en avion et puis payer un bon passeport, un bon faux passeport, mais sinon ça peut durer des années. Il y a un des personnages qui s'appelle Méron qui part à 16 ans et qui arrive à 24 ans.
Et Méronne se confie à vous dans un café d'Air-sur-la-Lys. À Air-sur-la-Lys. Oui. Hein. Et Méronne dit par exemple ceci, parce qu'il finit par vous raconter des amis, pas d'amis, tu es tout le monde. Tu es dans un état de colère qui ne te quitte jamais. Je suis resté en colère jusqu'à mon arrivée en Italie en mars 2011. Dans la prison, la nuit, tu rêves de ta vie d'avant, et puis tu te réveilles et tu vois ton voisin tout près, toujours le même visage en face de toi. Il ne t'a rien fait, mais tu es en colère. Dans les cellules d'à côté, les geôliers violent les Érythréennes. Certaines se sont retrouvées enceintes. Toi, tu es malheureux parce que tu ne vois pas la lumière, les étoiles, mais tu es encore plus triste pour elles. Tu sais que ce qu'elles vivent est pire encore. On ne pouvait rien faire pour les protéger, ils jouaient avec elles. 7 mois à macérer contre le corps des autres, à entendre les cris des femmes, à lutter contre les poux et à haïr. Tu ne peux pas penser, tu ne penses qu'à ce qui se passe autour de toi, à l'intérieur de la prison. Un homme priait Dieu tous les jours. Au bout d'un moment, comme ça ne marchait pas, il s'est mis à prier le diable. Méronne est éthiopien et Méronne finit dans une prison en Libye, alors que Kadhafi s'est arrangé avec Berlusconi pour lutter contre l'immigration clandestine. Et donc, on les prend, on les met en prison. Et voilà ce que raconte Méronne, qui est éthiopien par ailleurs. Qui est érythréen. Érythréen par ailleurs. Qui fuit, en fait, cet enrôlement dans l'armée qui peut durer des années, qui s'apparente à du travail forcé en Érythrée, qui est un pays dont on parle très peu, mais qui est une espèce de prison à ciel ouvert. On va regarder quel est le lieu de votre livre avec le sujet sur la jungle du Nord. C'est un reportage de 2008. C'est 6 ans après la fermeture de Sangatte. Sangatte étant ce centre de la Croix-Rouge qui a été fermé par le président Sarkozy. Et les gens qui étaient là ont pu partir, certains. Mais pour d'autres, ont trouvé refuge ailleurs, dans cet endroit que eux nomment jungle, qui veut dire forêt pour certains, mais chez nous, le mot jungle a forcément une connotation, c'est la jungle. Extrait. Leur voyage a duré parfois des années. Le Soudan, la Libye, puis l'Italie, où on les a fichés et relevé leurs empreintes. Espérant avoir la paix une fois en Angleterre, certains s'esquintent l'identité à coups de rasoir. Ne plus être pour être libre. L'Angleterre a tout pris. La plupart des Érythréens se débrouillent en anglais. Et c'est mon cas. Donc, je vais à Londres parce que c'est plus facile pour moi de trouver du travail. Marie-Claire est infirmière, toute jeune retraitée. Au camp, elle soigne les petits bobos. Avec Marie-Thérèse, une autre bénévole, elle a décidé de se mettre à l'anglais. Parce qu'il est des blessures qu'on ne soigne qu'avec des mots. Ça nous amène à réfléchir sur nous-mêmes, à savoir que ce sont des gens qui n'ont rien et qui sourient toujours. Le camp s'autogère. Il limite le nombre des pensionnaires pour garder une taille humaine. Grâce au caractère bien trempé de Lily, sa présidente, Terre d'Errance a rendu cette jungle plus vivable que les autres, qui poussent comme des champignons le long de la côte. En 2002, on se disait que c'était Sangatte qui faisait l'appel d'air, parce qu'on est toujours en train de nous rabâcher l'appel d'air, l'appel d'air, l'appel d'air. Sauf que maintenant, 6 ans après, on le sait que c'était pas ça. C'est les conditions de vie, de démocratie ou non, chez eux qui fait que ça les pousse. Se faufiler dans la remorque, rester caché, retenir son souffle au contrôle du port. La plupart du temps, ça se termine au commissariat. Mais un jour ou l'autre, ça marche. Alors c'est à quel endroit? Ça se passe à Nord-en-Fonte, juste à côté d'Air-sur-la-Lys. Et c'est la même zone, c'est la même région, c'est toujours près de l'autoroute où passent les camions qui vont Voilà, vers on n'est pas l'Angleterre. très loin de Béthune, pour situer, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est vraiment une région qui est sur toutes les aires d'autoroute de cette région-là. La nuit, il y a des gens qui se glissent dans les camions pour essayer d'aller en Angleterre. C'est pas uniquement Calais, c'est Dunkerque, c'est près de Lens, exactement, Lens-Liévin. Voilà, c'est ça qui me frappe, si vous voulez, c'est qu'il y a 2 aires d'autoroute qui vont vers Calais, il y en a une qui est transversale comme ça, qui est l'A16 au bout, sur la côte, et sur ces 3 aires d'autoroute, sur ces 3 autoroutes, il y a des aires, et sur ces aires, il y a des gens qui tentent de passer. On regarde là quelques photos d'Olivier Jobard, qui a fait une série Exil, Exit. Quand on fait ce travail sur plusieurs années, vous êtes correspondante du journal Libération à Lille, dans le Nord. Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Donc Sangatte, ça a été extrêmement symbolique.
d'un point de migration. Aujourd'hui, ça a été fermé. Les jungles existent encore, de moins en moins. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de ce qu'a pu symboliser Sangatte? Mais il reste toujours des gens. Ils sont moins nombreux en ce moment. Ils sont, on pourrait dire là, à peu près, enfin j'ai fait le calcul il n'y a pas longtemps, autour de 700 à peu près dans la région, ce qui est un tout petit peu moins, moitié moins, disons qu'à l'époque de la fermeture de Sangatte, puisqu'ils étaient environ 1800 au moment où ça a fermé. Il n'y a plus rien du tout à Sangatte, c'est rasé totalement, donc il n'y a plus personne là. Mais il y a toujours des gens qui essayent de passer. Donc c'est toujours quelque chose qui existe, mais qui n'est plus du tout visible. C'est-à-dire qu'on a retenu la fermeture de Sangatte, on a retenu la fermeture de la jungle, comme disent les bénévoles et les migrants. Mais aujourd'hui, les gens, à Lille, si vous posez la question à quelqu'un à Lille, il vous dira « mais c'est fini, c'est réglé ». Moi, quand j'écrivais le livre et que j'en parlais autour de moi, les gens me disent « mais pourquoi tu écris un livre? C'est fini ». Or non, c'est pas fini, ça continue. Ce que vous notez, c'est l'extraordinaire solidarité. C'est-à-dire que entre ces Vietnamiens, ces Érythréens, entre tous ces gens qui veulent passer en Angleterre, et ceux du Nord, plutôt des gens de conditions modestes, même s'il y a aussi des maires qui s'engagent, et de tous bords politiques. Il y a tout le monde. Hein, il y a tout le monde. Et donc il y a un brassage extraordinaire. Oui. Et ça, ça fait plaisir. On se dit, tiens, la France existe. Oui, c'est ça. C'est aussi une des raisons qui m'a donné envie d'écrire le livre. Parce que dans mes papiers dans Libé, je parlais des migrants, mais je parlais très très peu de ces gens qui étaient autour d'eux. Et plus les années passaient, plus je trouvais qu'on ne leur faisait pas vraiment justice. Ils sont extrêmement divers, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont des vrais militants de toutes les causes et de tous les combats. Et puis il y a des gens qui, juste parce qu'ils ont vu passer au bout de leur jardin des gens qui n'ont rien, se sont dit mais je ne peux pas rester les bras ballants, voilà. Je note à Lens, il y a un camp de Vietnamiens à Liévin. À Angres, ouais. À Angres, hein. Ouais, et vous notez ceci, comme à chaque fois qu'il arrive à dégoter des places gratuites, Fred c'est le militant pur et dur, hein, c'est le type de base. Fred invite ses copains vietnamiens au match. Depuis que des supporters sont bénévoles à Angres, quelques migrants de passage ont appris à chanter les chants lensois. Comme tous les autres, ils vivent dans un campement dans la forêt, sans papier, expulsables à tout moment. Ils se regardent un peu inquiets quand ils croisent une voiture de police près du stade. Mais les 5 migrants, écharpes sang et or autour du cou, sont transparents au milieu de la foule lensoise. On suit Fred, on donne nos tickets au stade. On croise les regards, les saluts. À Bollard, Fred est meneur des chants des supporters, un genre de chef d'orchestre, un capo. Attention, capo avec un C, pas avec un K, c'est de l'italien, faut pas confondre. Fred est un militant antifasciste, en plus d'être supporter. Quand les identitaires du Nord et de Belgique ont annoncé une manifestation à Lille derrière la banderole d'un ambigu Front populaire solidariste, slogan entendu Europe, jeunesse, révolution, Fred était là avec des dizaines de Red Tigers, des supporters belges de Liège, des socialiens, des Messins, pour la contre-manifestation antifasciste. Et il y a les Vietnamiens qui sont là aussi. Oui, j'étais au stade avec allez, eux. Lance, allez, Lance. Voilà, ouais, ils chantaient même les corons, enfin ils essayaient de chanter les corons parce qu'ils ne les chantaient pas bien. Là, vous connaissez la chanson, au nord c'était les corons, donc voilà. Tout le stade chantait et les Vietnamiens aussi, c'était sympa. Et il y a ce rituel qui est en même temps une souffrance qu'on s'inflige, qui est le fait, parce que aujourd'hui la loi européenne est ainsi faite que le migrant est renvoyé dans le pays où il a pu être fiché, mais comme ils veulent tous aller en Angleterre, il ne faut pas qu'on puisse identifier le fait qu'ils étaient arrêtés à 600 km de Calais et de la possibilité de l'Angleterre. Ils se brûlent systématiquement. Le bout des doigts, les empreintes digitales. Ouais. Ils se les brûlent, ou ils se les râpent, ou ils se les blessent. J'ai vu diverses manières de faire. Il y en a qui essayent avec de la colle, tout simplement, pour pas trop avoir mal. Ouais. Il y en a qui oublient et qui, du coup, se font disparaître des écrans, être tout neuf à l'acide sulfurique ou en chauffant des clous ou des vis à blanc ou sur une plaque de cuisson électrique. Ils se brûlent les doigts, puis les trempent dans des boîtes de conserve remplies d'eau froide pour oublier la douleur. Au terme de votre reportage et de votre écriture, qu'est-ce que vous retenez le plus de ce que vous avez vu, des échanges que vous avez pu avoir, de ceux qui ont pu passer? Et il y a quelques belles raisons d'optimisme dans ceux qui ont passé et qui aujourd'hui en Angleterre peuvent poursuivre des études. Oui. Ce que je retiens le plus, je pense, c'est cet immense fossé entre l'impression de départ qu'ont les gens,
C'est-à-dire ce sont ceux qui passent, ce sont des ombres, des fantômes. Et puis, une fois qu'on les approche de près, cette impression d'avoir affaire à des héros. Moi, j'ai vraiment eu cette impression-là. Des gens, si vous voulez, si ça avait été un Français qui avait fait cette traversée-là à pied, en moto, traverser le désert, perdre ses copains qui meurent de soif à côté de vous, ça aurait fait la une des journaux. Votre livre est un mode d'expression de cette immigration, et aujourd'hui le thème est de plus en plus traité, notamment dans le cinéma. Je voudrais vous montrer un extrait de Nulle part, Terre promise. Alors dans le cinéma, il y a eu Welcome de Philippe Liorret, La blessure de Nicolas Klotz, qui évoque tous ces problèmes de la migration, Le Havre de Coris Maki aussi, et le film de Finkiel, qui est un film de 2009 qui s'appelle Nulle part, Terre promise. C'est un récit choral à travers l'Europe de Kurdes justement qui veulent gagner l'Angleterre. Extrait. Haben Sie nichts Besonderes dabei? Nein. Da ist nichts Besonderes zu finden. On notera encore dans votre livre aussi, c'est la possibilité de tous les trafics et de toutes les exploitations. Hein. Oui. Et je pensais, vous l'évoquiez tout à l'heure, et je n'ai pas poursuivi sur la question, mais il y a beaucoup d'argent qu'on donne aux passeurs. Donc là aussi, il y a des vrais risques, quoi. Oui, alors il y a des grandes disparités en fonction des lieux. Par exemple, si vous allez du côté de Dunkerque, dans les jungles du côté de Dunkerque, effectivement, c'est souvent violent, c'est souvent extrêmement dur, c'est souvent des sommes d'argent qu'on doit remettre aux passeurs, et si on ne remet pas ces sommes d'argent, des coups, on téléphone à la famille, on fait écouter les cris de la personne qui crie, parce que, voilà, pour que l'argent arrive vite. Et puis, vous avez Nord-en-Fonte, vous avez vu tout à l'heure ce petit reportage de France 2. Là, les gens sont organisés en quelque sorte en coopérative, c'est-à-dire qu'ils partagent les fonds et ils essayent de s'affranchir. Ils ont réussi à s'affranchir de la tutelle des passeurs au prix de difficultés, parce qu'il y a quelqu'un qui est mort au passage, puisqu'ils ont lutté, ils ont empêché les passeurs de prendre le pouvoir. Et donc, voilà, il y a des grandes disparités d'un lieu à l'autre. Est-ce que vous avez un objet avec vous? Oui, j'ai amené ça. C'est avec ça que... Horreur du plastique. Écoutez, c'est un objet très précieux parce que, notamment, je le vois et je l'ai énormément vu dans la grande jungle de Calais. C'est avec ça qu'on se lave, c'est avec ça qu'on boit. Et il y a énormément de jeunes gens, 14, 15, 16 ans, qui font des allers-retours. Et même ils ont plusieurs bouteilles comme ça dans des brouettes. Et ils les remplissent, il y a une petite pompe, ils les remplissaient puisque c'est fermé maintenant. Et un jour, la pompe d'ailleurs a été contaminée par du gaz lacrymogène. Ils ont dit que c'était les CRS qui l'avaient fait, qui avaient contaminé la pompe, donc ils ne pouvaient plus boire l'eau. Enfin voilà, cette eau est extrêmement précieuse et ces bouteilles sont très utiles. Guédali Tazartes, qu'est-ce que vous entendez de votre voisine? Quelque chose de grave. Je ne saurais pas parler sur un livre que je n'ai pas lu, mais... Non, mais de ce qu'elle a dit et d'un problème qu'on connaît hors les livres, quand même. De ce qu'elle a dit, elle a tout dit. Elle connaît le sujet mieux que moi. Est-ce que dans votre famille, il y a eu ce type de difficulté à bouger? Non, absolument pas. Absolument pas. C'était autre chose. Mon grand-père, qui est venu en France, était riche. C'est en France qu'il s'est ruiné complètement. Et il venait de l'Empire ottoman. Oui, on lui a vendu
On lui a vendu un hôtel en le remplissant de comparses. Et voilà, il s'est retrouvé ruiné, il est mort peu après. Et voilà. C'est un autre temps, le temps de l'Empire ottoman. Haïdé Sabéran, ce qui passe, c'est d'aujourd'hui. Sylviane Agacinski, qu'est-ce qu'on entend de ce que dit Haïdé Sabéran? Beaucoup de choses, c'est très troublant. On a entendu beaucoup de choses, on a lu beaucoup de choses, mais d'après ce que j'ai compris, on a des choses des témoignages très précis, et je pense que ça c'est précieux. De même. La bouteille d'eau, oui, c'est très frappant de voir que cet objet qu'on trouve plutôt laid et qui nous est si familier, si courant, qu'on jette sans y penser, est un objet si précieux, elle et son contenu dans certains cas. Et donc ça nous fait changer de regard. Et puis ce qui passe, ça m'évoque aussi, moi j'ai un grand-père qui a fait partie polonais. Il était boiseur dans les mines, mais il est arrivé en 18 en France avec un contrat de boiseur, c'est-à-dire la mine payait le déménagement. Donc dans de bonnes conditions. Donc dans de meilleures conditions, même si l'Europe à ce moment-là, c'était quand même quelque chose même si on stigmatisait les Polacs. Hein, aussi. Mais voilà, bien sûr. Mais quand on sait ça, c'est vrai que ça aide aussi à regarder les hommes d'un œil particulier. Sylviane Agacinski, vous êtes universitaire, vous êtes philosophe, vous avez beaucoup travaillé sur la question du rapport homme-femme, vous avez travaillé beaucoup dans des livres précédents sur le féminisme. Quelle était la nécessité de continuer à explorer ce thème en publiant Femmes entre sexe et genre? La librairie du XXe siècle s'est publiée au Seuil. Pourquoi est-ce qu'il y a cette nécessité aujourd'hui de s'interroger sur ce qu'on appelle la pensée queer? Alors, pour ceux qui nous écoutent, et j'en ai parlé un peu tout à l'heure en venant dans ce studio, on peut savoir, mais pour beaucoup de gens, personne ne sait encore très précisément. Donc, c'est pas encore vulgarisé, c'est pas encore grand public. Donc, est-ce que on peut d'abord parler de ce qu'est la pensée queer et de la nécessité pour vous qui êtes féministe, qui êtes pour la parité, vous l'avez dit depuis longtemps, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas être d'accord avec cette pensée voilà. Mais quelle est-elle d'abord cette pensée queer? Oui, j'inverserai peut-être l'ordre de vos questions. Je commencerai peut-être par la nécessité de continuer finalement à parler des hommes et des femmes et du masculin et du féminin. Que j'ai rencontré il y a très longtemps. Comme disait Flaubert, mais je ne me comparais pas à Flaubert, on ne choisit pas son sujet. Et j'ai souvent expérimenté que le sujet s'impose. C'est-à-dire, on ne se dit pas, tiens, sur quoi je pourrais bien travailler. Ça s'impose. L'abord le plus fondamental que j'ai fait sur ce qu'on appelle maintenant les genres, mais je dirais sur le masculin et le féminin, c'était Métaphysique des sexes, au Seuil aussi, c'est-à-dire qu'est-ce qui, dans notre culture, non seulement chez les Grecs, mais chez les chrétiens, notamment les premiers chrétiens, qu'est-ce qu'on appelle masculin et féminin? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Adam et Ève, puis Marie, Jésus, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, là il n'y a pas de femme, etc. Et puis surtout le rapport entre la chair et l'esprit, l'homme est créé pour son esprit, la femme pour son corps. Dissymétrie fondamentale. Et donc j'ai eu envie de continuer de creuser cette dissymétrie. Pourquoi ? Pas seulement, bien sûr, parce que c'est dans l'air du temps et que c'est une question qui nous est constamment posée, aussi parce que nous faisons l'épreuve nous-mêmes de notre existence en tant que nous sommes sexués, mais pas seulement sexués. J'entendais au début de l'émission, j'ai entendu le mot différentialiste. Je ne sais pas si ça me concernait, mais c'est un mot que je ne reconnais pas parce que ça veut rien dire du tout, au sens que je vais essayer d'expliquer. Je dis, c'est vrai, les hommes ne sont pas des femmes comme les autres et les femmes ne sont pas des hommes comme les autres. Il y a de la différence sexuelle, il y a de la dissymétrie, qu'on l'appelle comme on voudra, physique, corporelle, organique. Mais ce que réfutent les tenants de la pensée queer.
Alors, je vais venir au queer, mais aussi les universalistes qui disent nous sommes tous des êtres humains et finalement on est tous pareils. Mais je ne dirais pas différentialiste parce que le fait d'être homme ou femme ne nous empêche pas d'être aussi des êtres humains. Autrement dit, d'être les mêmes en tant qu'êtres humains. Par exemple, le fait que nous parlons, le fait que nous rions, c'est des choses non sexuées. Il y a une universalité de la condition humaine, d'où aussi notre solidarité d'ailleurs, le langage, le mode d'être, on a plein de choses en commun. Bon, l'altérité, ne serait-ce parce qu'on n'existe que au travers de l'autre. L'individualité aussi, l'individualité c'est quelque chose qui déborde infiniment le fait d'être sexué, mais, et c'est ce que j'évoque en partie dans ce livre, la différence sexuelle, contrairement à ce que disent les queers, et on va y venir, c'est pas une différence d'apparence. C'est pas simplement des formes ou même des seins ou même des organes sexuels apparents. La différence sexuelle est une différence qui tient au schéma de la procréation, pour le dire très vite, au schéma de la génération, qui fait que nous avons une organisation biologique qui fait que nous sommes, disons les mots, les Anglais disent male, female, ça veut dire à la fois sexe et genre, nous allons dire mâle et femelle, mais ça fait un peu gros mot, parce que quand on dit mâle, femelle, ça fait un peu penser aux animaux, parce que nous ne sommes pas non plus que mâle et femelle, et que cette manière d'être est constamment, moi je dis, enrôlée, enveloppée, incluse dans notre manière sociale, culturelle, humaine de parler et de vivre ensemble, si bien qu'on n'a pas des sexes à l'état pur, on n'est pas des... mais ce que vous dites, vous... on reviendra au queer après. Voilà, oui. ce que vous dites, vous, c'est que de toute façon, dans la manière dont fonctionne la société, bien sûr, le mâle blanc a été en premier, c'est-à-dire qu'il a été dominant, donc avec toutes les servilités qu'on peut imaginer pour la femme, mais qu'il y a de toute façon, initialement, une sexuation, c'est-à-dire il y a un mâle et il y a une femelle. Et ensuite, on peut avoir un sexe social, c'est-à-dire que, en fonction des philosophies, en fonction des époques, en fonction des systèmes socio-institutionnels ou politiques, ce modèle une image de l'homme et de la femme, ou un rôle pour l'homme et la femme. Oui. Dans la théorie queer, initiée par Wittig et Butler, il y a cette idée que le sexe n'est que social, et qu'on peut se passer de cette étape que vous dites être l'étape fondamentale, puisque c'est l'étape qui fait le vivant, c'est la sexuation. Oui, c'est-à-dire que nous sommes. C'est pas une étape au sens où c'est pas chronologique, si vous voulez, c'est pas un avant et un après. Le genre, c'est un choix, devient de ce point de vue-là un choix de vie. C'est-à-dire, je me situe par rapport à mes pratiques sexuelles, donc je peux être un homme-femme ou une femme-homme, peu importe. Alors ça c'est autre chose, c'est-à-dire qu'effectivement, pour les queers, on ne se situe pas par rapport au sexe, mais par rapport à la sexualité. Ce à quoi je réponds qu'on ne peut jamais définir la sexualité, ce que nous appelons les orientations sexuelle, le fait d'être tourné vers des femmes pour des femmes ou des hommes pour une femme ou tourné vers des hommes, le désir étant tourné vers des hommes pour un homme, ça c'est la diversité qui est très grande finalement des sexualités. Simplement on n'arrive absolument pas à définir ni même à décrire ou à catégoriser ces sexualités si on ne les rattache pas d'une certaine manière à la condition organique, si vous voulez, mâle et femelle, parce que si c'était le cas, on ne ferait aucune différence, par exemple, entre les lesbiennes et les gays. Or, je défie quiconque de me prouver que la sexualité, les sexualités des femmes entre elles, par exemple, ou des hommes entre eux, sont la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Je serais presque tentée de dire que c'est l'une des preuves les plus évidentes de la distinction des sexes, que j'appelle dissymétrie, qui tiennent aussi au fait organes, pénis, érection, sperme, etc. Je peux dire ça, puisque tout à l'heure, en parlant d'érotisme, vous avez dit des choses plus crues, peut-être, et le sexe féminin. Moi, ce que je dis par rapport à ça, c'est qu'il y a plusieurs manières de parler de la différence des sexes. Il y a simplement la dualité organique dont je parle, qui est fondée en quelque sorte, comme chez les autres mammifères. C'est la reproduction. C'est la génération, c'est la reproduction. Quand il parlait des animaux, de la génération, il disait l'homme, il situait l'homme parmi les animaux. C'est les chrétiens qui ont fait une coupure radicale avec
comment dire, entre l'animal et l'homme créé à l'image de Dieu, alors qu'en réalité, pour les Grecs ou pour n'importe quel zoologue ou biologiste, nous faisons partie du règne vivant. Et ce que je dis, c'est que nous sommes sexués en tant que vivants et non pas à cause de la société humaine ou de la culture. Judith Butler, on est en 2007, c'est un documentaire de Paul Zagerman qui est consacré à la philosophe américaine et elle donne une conférence à Sciences Po. On l'écoute. Sexuality is particularly interesting here because we might think that to be a certain gender is to have a certain sexuality and that these two are linked in some way. But of course, we know that they are not linked. You can certainly be a woman and be heterosexual, bisexual, lesbian, or no sexuality at all. Oui, c'est possible. C'est finalement peut-être raisonnable. It is a problem for our gender. It makes us anxious about our gender. So, for instance, I have friends who say, I would rather die than wear a dress. Some of them are men, some of them are women. Elle vous fait rire, c'est déjà pas mal. Oui, bien sûr, mais elle ne dit pas du tout la même chose dans ce cours à Sciences Po que dans le livre. Parce que là, elle dit une chose avec laquelle je suis entièrement d'accord, à savoir que le sexe ne détermine pas la sexualité. Et elle, et c'est une chose dont elle a souffert, elle veut dire on peut être une femme et aimer une femme. Qui ne serait pas d'accord là-dessus? C'est l'expérience même, on le voit. En revanche, dans Gender Trouble, dans Trouble dans le genre, elle dit beaucoup plus précisément, les sexes n'existent pas. C'est-à-dire que les femmes n'existent pas, comme lorsque Wittig disait, Monique Wittig disait, les lesbiennes ne sont pas des femmes. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui est repris d'ailleurs par Butler et qui consiste à dire... puisque pour vous, pour la mentalité commune, la tradition, l'ordre hétérosexuel, on ne peut pas être une femme et aimer une femme, alors nous allons dire que nous ne sommes pas des femmes. Il y a une dénégation totale de la distinction. On ne va pas vous réconcilier, on va pas vous réconcilier les queers et vous qui êtes féministes oui, parce que si on dit les femmes n'existent pas, il n'y a plus de féminisme. Bien. Et la condition des femmes n'est plus questionnée. Je pourrais, alors, par exemple, pour la théorie queer, ce qui est intéressant, c'est que la théorie queer naît de la volonté de permettre à des transsexuels d'assumer cette souffrance qu'il a leur de passer d'un sexe à l'autre. Donc ça naît de là. Mais après, effectivement, il n'est pas illégitime de se dire que c'est un combat comme un autre. Ça, c'est l'aspect positif de la théorie. Donc si l'idée, c'est libérer un peu plus la femme et de la domination masculine, etc., ce qu'a tenté le féminisme. Et si on c'est pas tellement chez les queers, ça, parce qu'il n'y a pas de femmes. Donc, non, mais ça contribue aussi, d'une certaine manière, à gommer ce que 20 siècles de morale judéo-chrétienne, pour être un peu caricatural, ont fait subir à la femme. C'est-à-dire que si le but du combat, c'est la liberté, et plus de liberté pour les femmes, vive la pensée queer. Non, mais ça c'est très bien, mais ce n'est pas du tout ce qu'elle dit. Je sens que vous êtes tenté par cette théorie, si je vous entends bien. Non, mais elle ne me dérange pas si elle fait partie d'une libération supplémentaire. Il y a deux problèmes très différents qui sont la libération des femmes relativement à la tradition qu'on dit androcentriste, c'est-à-dire de la domination masculine pour faire vite. Et ça, c'est lié à l'histoire du mariage. Et c'est très, très sensible dans notre culture, on connaît ça. Et là, on n'a pas attendu, si vous voulez, la culture queer pour le féminisme. Il commence, il y a John Stuart Mill, il y a Simone de Beauvoir, il y a toute la question des genres qui nous disent, attention, il n'y a pas de rôle naturel assigné aux femmes, il n'y a pas de devoir pour les femmes d'être cantonnées dans tel ou tel domaine, il n'y a pas de stéréotypes. Donc, une liberté de destin et d'être doit être égale pour les hommes et pour les femmes. Il n'y a pas de privilège masculin ou de domination masculine. Bon, ça, c'est le féminisme, ça.
c'est la critique féminine. Ouais, ouais. Tandis que les queers sont sur un autre domaine qui est également intéressant, qui est l'inégalité des sexualités. Je suis d'accord avec ça, à savoir liberté sexuelle pour tout le monde, liberté des orientations, liberté des modes d'être. On peut être transgenre, lesbienne, gay, voire transsexuel, mais ça peut se discuter parce que c'est pas sûr que ce soit forcément, mais ce qui reste, que ça guérisse forcément, ou ça, plutôt que ça... Mais ce que vous dites, qui reste... La volonté de changer de sexe, si vous voulez, pose des problèmes particuliers. Mais le problème posé par la queer theory, c'est de substituer la différence des sexes, la relative, je dis bien relative, identité sexuelle, puisque vous n'êtes pas seulement un homme par opposition à une femme, je ne suis pas seulement une femme. Non, vous êtes une personne. Voilà, la relative différenciée, de lui substituer la différence des sexualités. Et là, c'est une illusion intellectuellement, ça ne tient absolument pas, parce que je préférerais dire, oui, il y a plein de genres de sexualité, oui, il y a plein de genres d'êtres humains, il y a plein de genres de femmes. Prenez les femmes, quelle que soit leur sexualité, elles sont diverses. Les hommes, ils sont très divers, mais ce sont des genres de femmes et des genres d'hommes, et leur mode de vie, c'est pas une essence, c'est pas plus une essence d'ailleurs que le sexe n'est une essence. Donc, diversité, enfin, dissymétrie des sexes, ça c'est certain, et diversité des sexualités, oui, mais la diversité des sexualités ne crée pas une identité, par exemple, on pourrait dire je suis lesbienne et voilà, et je ne suis pas une femme, ne crée pas une identité qui gomme, qui efface ou qui annule l'identité de sexe, ce que l'on constate d'ailleurs dès qu'on se heurte au problème de la procréation. Je voudrais terminer par rapport à ce petit aperçu de votre travail, terminer sur cette... sur ce que vous évoquez un moment à partir notamment des travaux de Freud, sur Freud qui oublie de s'intéresser au plaisir féminin, ou en tout cas qui en laisse une grande partie de côté. Et donc vous posez la question, et on revient à ce qui fonde votre théorie, c'est-à-dire qu'au départ de tout, il y a le sexe et la sexuation à partir du vivant, donc pour la génération, donc pour la reproduction. C'est presque schopenhauerien dans cette histoire, c'est la nature. C'est pas seulement la génération. Il y a des modes effectivement aussi des modes de désir et de plaisir qui sont liés à notre sexe. Et ce que je notais dans votre livre, c'est ce plaisir qu'on peut avoir de l'enfantement. Vous établissez, je crois que vous parlez de jouissance de l'enfantement. Vous dites à un moment, et je me disais... Ça fait partie de la dissymétrie, effectivement. Ça fait partie de la dissymétrie. Et je trouve que là, on est au cœur de votre propos. Vous dites, tant que la sexualité ne désigne que les plaisirs érotiques excluant a priori la part génératrice de la vie sexuelle, le pouvoir féminin d'engendrer est rabaissé au rang d'une fonction et déconnecté de tout plaisir. Il est renvoyé à l'ordre d'une nécessité naturelle, au service de l'espèce, ou à celui d'un impératif social. Mais l'expérience ne nous suggère-t-elle pas autre chose, à savoir que le pouvoir d'enfanter est à la fois effrayant, comme la sexualité, et source de jouissance. Donc là, vous essentialisez le rôle de la femme. C'est une question que je pose, parce qu'empiriquement, l'enfantement n'est pas toujours vécu comme une jouissance. Absolument. On ne peut pas dire ça. Il peut l'être, et lorsqu'il l'est, c'est une jouissance, effectivement, qui est difficile à comprendre et à saisir. Si on n'est pas une femme ou si on n'est pas, d'une certaine manière, passé par là, c'est très difficile. Donc là, il y a une dissymétrie. Évidemment, il y a une dissymétrie aussi dans les modalités du plaisir sexuel chez l'homme et chez la femme. Et je reproche un petit peu à Freud de prendre toujours un peu un point de vue masculin. Mais c'est tout le problème de la pensée, au fond, de la différence des sexes, c'est qu'il n'y a pas de neutralité. C'est-à-dire que chacun pense avec son expérience et avec l'épreuve qu'il a de la sexualité et de ce qu'il y a d'étrange et dans cette sexualité, de très troublant, et qui est de l'ordre du désir. Aujourd'hui, tous les gens qui parlent du sexe nous parlent sans arrêt des manières de jouir. Il y a des manières de se donner du plaisir, sauf que ce que nous disait tout à l'heure Aude, qui écrit une BD, elle disait que dans sa génération, qui est plutôt une génération de trentenaires, les femmes, dans les relations partenaires, le plaisir était rarement là. Alors ça, c'est dommage, mais non, ce que je voulais dire, c'est que... Je la cite, oui, non, c'est qu'on parle des manières de jouir comme si l'autre
On lit ça un peu tous les jours. C'est très sadien, jouissez. Comme si l'autre était l'instrument du plaisir et que le plaisir était solitaire et finalement une masturbation à l'aide de quelque chose. La critique de cela avait très longuement été faite. Vous parliez tout à l'heure de littérature érotique, je ne sais pas si c'est le mot, mais un auteur comme D.H. Lawrence a tout à fait, alors l'auteur de Lady Chatterley, a tout à fait de manière merveilleuse la critique de la sexualité qui ne serait qu'une jouissance solitaire à l'aide de certains moyens ou à l'aide d'autrui. Donc, ce que je veux dire, moi, c'est que le désir et le rapport à l'autre en tant qu'autre, que ce soit d'ailleurs du même sexe ou d'un autre sexe, que le rapport à l'autre en tant qu'autre et le désir est décisif par rapport au plaisir. La rencontre d'autrui, ça fait partie de la sexualité humaine, sinon alors on est dans le pur organique, alors pour le coup. Je voudrais vous faire écouter Françoise Héritier justement sur la différence, ce qui fait homme ou femme. Écoutez ce qu'elle dit sur le rapport au corps, donc au ventre de la femme. La vraie raison de l'introduction de la hiérarchie au cœur de la pensée de la différence, c'était ce fait incongru, absolument inexplicable pour les hommes des origines, à savoir pourquoi les femmes font-elles les enfants des deux sexes et pourquoi les hommes ne peuvent pas-ils faire leurs fils. Alors, comment peuvent-elles produire du différent quand on ignore l'existence des gamètes? Encore une fois, c'est à la fin du XVIIIe siècle seulement qu'on sait qu'il y a des ovules et des spermatozoïdes. Et c'est seulement au XXe siècle qu'on découvre le système des gènes, des chromosomes et de cette répartition égale des apports masculins et féminins. Mais avant, eh bien, on pensait, c'est là qu'il y a cette espèce de prise en charge par le masculin de ce privilège, encore une fois exorbitant des femmes. On pense que si les femmes font du différent, elles ne peuvent pas le faire de leur propre puissance interne. Leur propre puissance interne les pousse à faire du semblable, des filles. Et donc, si elles font du différent, c'est qu'il est mis en elles. Et donc, tout vient du mal. Et à la limite, les filles proviennent bien du mal, mais c'est parce que quelque chose a flanché dans la puissance masculine qui fait que la femme retourne à sa nature et fait du féminin. Vous opinez ? Oui, je cite souvent Françoise Héritier parce que je trouve qu'elle est tout à fait décisive sur ces questions. Et là, elle fait allusion aux mythologies qui, bien au-delà des nôtres et dans différentes cultures, au fond, dénient la puissance propre du sexe féminin qui est effectivement d'enfanter et qui invente toutes sortes d'histoires pour montrer que, comme déjà cela avait été dit chez les Grecs, chez Euripide, oui, mais aussi ce n'est pas la femme qui enfante. C'est une dénégation totale. Ce n'est pas la femme qui enfante, c'est l'homme qui s'aime. Qui s'aime. Et elle n'est vraiment rien, une sorte de matérialité, de substance. On sent, on devine, je simplifie beaucoup, mais on devine comme une certaine... je dirais peut-être pas jalousie, mais une certaine conscience très forte de la puissance, c'est ce que dit Françoise Héritier, de la puissance féminine de l'enfantement. Les hommes ne l'ont pas, et c'est la source. Il n'y a pas besoin de réfléchir beaucoup pour comprendre ça. C'est la source de la domination masculine, puisque les hommes ne peuvent pas avoir d'enfants s'ils ne se sont pas appropriés une femme. Les femmes, sinon, elles sont dans la nature, c'est elles qui ont des enfants et qui finalement les mettent au monde, donc qui en disposent. Et Saint-Augustin avait déjà vu ça au IIIe siècle, au IVe siècle, en disant il faut bien que les hommes se marient, parce que sinon, ils ne connaîtraient pas leur fils. Exact. Voilà, il avait tout compris. Comment est-ce qu'on se... Alors, si aujourd'hui, moi, qui regarde comme ça, comme observateur, quel est le combat à mener ? Parce que le combat de la théorie queer ne me dérange pas outre mesure si ça fait avancer, si d'un point de vue politique, ça fait avancer ce qu'on appellerait, depuis le combat féministe, la libération de la femme. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous semble central ? Alors, la parité, c'est un outil comme un autre. Hein ? Oui, puis maintenant, bon. Ça va. Non, mais ça va chez nous. Ailleurs, c'est pas... bien sûr, c'est chez nous. Chez nous, La parité, c'est une idée générale. C'est l'idée que les hommes et les femmes ont les mêmes titres, finalement, à occuper toutes les fonctions, tous les postes, etc. C'est une espèce de principe général. On peut espérer qu'un jour, on n'en a plus besoin et on n'aura plus besoin, finalement. Est-ce que ce que vous dites... Le combat, il est ailleurs, pour répondre à votre question. Et c'est pour ça que je continue de m'intéresser à la dissymétrie des sexes. Et comme vous, je pense que si dans la théorie queer, il y a une libération
libération des sexualités, c'est ça le sujet, de la diversité des sexualités, ça c'est très bien. Mais si je m'intéresse encore à la dissymétrie des sexes, c'est parce que nous sommes dans un monde où cette dissymétrie joue encore par rapport à la procréation et notamment par rapport aux biotechnologies. Le rôle des corps masculins et féminins n'est pas le même dans la procréation, y compris la plus assistée. Or, dans le monde se développe aujourd'hui un marché du corps. Ça, c'était mon précédent livre, Corps en miettes. Il y a un marché du corps. Or, autant, c'est pas faire injure aux hommes que de dire qu'il n'est pas très difficile de donner son sperme pour faire des enfants en laboratoire, alors que les femmes, dans la même circonstance, sont sollicitées pour vendre leurs ovocytes avec stimulation ovarienne dangereuse, etc. Vous voyez, les femmes de l'Est, les femmes pauvres, africaines, etc. Voilà, disons-le, les femmes pauvres, les femmes sans diplôme, les femmes, etc. Donc après la bourgeoisie, la prostitution, et pour louer, la vente du ventre. louer leur ventre. Donc je pense qu'il faut être très vigilant d'un point de vue des femmes aujourd'hui, et même je dirais féministes, sur le développement de ce marché nouveau, qui est le marché biotechnologique du corps, dont les femmes sont les premières victimes, sans parler bien entendu du marché beaucoup plus ancien et de toujours, qui est le marché du corps sexuel et de la prostitution. C'est la raison pour laquelle vous signez pour, je ne sais pas si c'est une association, mais pour Nobody for Sale, hein, qui est un mouvement pour groupe, justement lutter contre la marchandisation du corps, notamment l'exploitation des femmes comme... Avant de vous demander si vous avez un objet, je suis obligé de le faire parce que ça m'a fait éclater de rire tout à l'heure. Je sortais de chez moi et je rencontre un voisin et j'avais votre livre à la main comme ça. Et je trouvais que ça c'est tellement un clin d'œil. Et bon, j'espère que ça vous fera rire. Donc, il voit que je lis Femmes entre sexe et genre. Il me dit, c'est de qui ? Je dis, c'est de Sylviane Agacinski. Et alors là, il se retourne vers moi, il rigole, il dit, ah, Madame Jospin. Mais l'identité est multiple. Je vous disais tout à l'heure, on n'est pas que ceci ou que cela. Donc, ça fait partie de mes identités. Mais ça va tellement bien avec c'est tellement un beau clin d'œil. Quel est votre objet ? Oui, j'étais bien embarrassée. Moi, j'ai compris qu'il fallait apporter un objet personnel. Oui, c'est quelque chose qui vous prolonge, il n'y a pas d'obligation. Venir avec certaines œuvres d'art, mais c'était un peu lourd, une sculpture un peu plus lourde. Mais j'ai regardé autour de moi, dans mon bureau, c'est un objet qui m'est très familier. Ben non, justement, on ne sait pas trop. Hein, on ne sait pas trop. Il a peut-être un tout petit peu de ça. Enfin, c'est un bonhomme en bois. C'est un bonhomme qui sert de modèle. Il y en a différentes tailles pour les gens qui apprennent à dessiner. Et alors, ce bonhomme en bois, il est toujours soit sur mon bureau, soit sur les étagères. Et de temps à autre, assez souvent, presque toutes les semaines, selon mon humeur, je change son attitude puisqu'il est articulé. Alors, par exemple, si le moral n'est pas très bon, ben, finalement, il est comme ça. Si, au contraire, il y a quelque chose de très, très joyeux, je vais essayer de... Vous voyez, par exemple, hop, il est comme ça. Là, il va courir ou il va danser. Vous voyez, voilà, et là, il est très, très joyeux et ça exprime mon humeur. Et j'aime bien, je le vois, c'est mon petit complice, c'est mon petit double. Alors, si c'est un homme, on dira qu'il a vu une jolie fille dans la rue. Et si c'est une femme, on dira qu'elle a vu un joli garçon. Ou en tout cas, elle a vu un autre qui l'attire. Oui, en tout cas, j'aime bien penser au fond, ça c'est aussi quelque chose qui doit être dit, que le corps, il y a des tas de possibilités du corps, comme courir, danser, etc., qui ne sont pas strictement sexuées. Et je n'ai pas besoin de penser que mon double est sexué. Et vous avez besoin de vous penser que votre double est sexué ? Moi, je n'ai pas de double, je ne suis qu'un. Mais en tous les cas, je suis content de savoir qu'on n'est pas des amibes. Haïdé Sabéran, le journaliste entend quoi chez la philosophe et la femme entend quoi chez la philosophe ? La journaliste, elle entend que... Dans le monde de la presse, la parité est loin d'être gagnée. Je pense à Libération, par exemple. Les postes de pouvoir sont détenus par les hommes, en grande majorité à Libération, par exemple. Donc j'ai tout de suite pensé à ça quand vous avez dit c'est gagné. C'est pas gagné du tout, à mon avis. Pourtant, c'est Libération. Non, mais parce que moi, je m'intéresse toujours au principe. Donc une fois que l'idée me semble un peu établie, l'intendance doit suivre. Mais c'est pas vrai qu'elle... Ça, c'est parce que vous êtes femme blanche, universitaire et parisienne. Non, c'est parce que je m'intéresse au principe, mais aussi à leur application. Hein, oui. Et comme femme, quoi la suite de la question ? Et comme femme, comme journaliste et comme femme. Comme femme. Sur ce qui pourrait être une non-sexuation, mais plutôt un
un sexe qui ne serait que social à bâtir en fonction de sa sexualité? J'écoute et j'apprends. Je n'ai pas de réponse là-dessus. Je suis sensible au fait qu'on a finalement comme modèle de comparaison que sa propre vie. Ça m'a touché ce que vous avez dit là. Finalement, voilà, j'ai donc rien à ajouter. Il faudrait être comme Tirésias pour vraiment dire quelle est qu'est-ce qui nous distingue. Il faudrait passer de l'un à l'autre. Ça, c'est vrai que c'est un fantasme, c'est certain. L'ipséité, mais enfin, le but du jeu, finalement, c'est d'être capable de dire jeu en étant à peu près bien sur ses deux pieds, quoi. Quel que soit ce qu'on a entre les jambes, si vous me passez cette trivialité. Mais oui, je crois qu'il y a une sexualité par individu, tout simplement. Mal, vous êtes un bon résumeur public, vous. Hein. Ça fait beaucoup, quand même. Ça fait beaucoup. Tous queer. Guédalia Tazartes, on parlait tout à l'heure du fait que vous êtes autodidacte et vous êtes musicien. Où est-ce que vous allez chercher votre inspiration? Ben ça, je ne sais pas. Je crois que je fais de la musique pour essayer de le comprendre précisément à chaque fois. Mais s'il fallait vous situer, alors moi, je vous ai beaucoup écouté ces jours-ci, donc j'entends de l'improvisation, mais on pourrait... comment il faut vous qualifier? Comme Guédalia Tazartes, non? Non, je sais que vous êtes unique, facile, mais... sexuellement unique et musicalement unique, certes. Mais voilà. Mais c'est quoi cette musique? Je ne sais pas. Je ne sais pas. D'où elle vous vient? Alors, vous dites, dans ma vie, j'ai deux choses. J'ai une voix et un magnétophone. Oui, enfin, oui, en ce qui concerne la musique, c'est ça, oui. Dans ma vie, sinon. Mais, écoutez, je ne sais pas, peut-être un Russe, à la sortie d'un concert, m'a donné la réponse, ça va être un peu immodeste, mais il m'a dit, vous avez une mémoire génétique extraordinaire. Donc c'est une mémoire, donc une oreille, pour la musique. Je ne sais pas, parce que c'est vraiment spontané. Très franchement, j'élabore très peu ce que je fais, sinon a posteriori. Voilà. Par élimination. On vous a entendu tout à l'heure dans Oxane. Je voudrais qu'on vous écoute maintenant. C'était en 1980-82, début des années 80. Mitterrand arrive au pouvoir et vous chantez. Et on vous écoute. Ce qu'on entend là, il y a du répétitif. Est-ce qu'il y a de la souffrance? Ah non, absolument pas. Je ne sais pas comment vous avez fait pour avoir ces images. Je vous promets que c'est vous. Hein. Ah oui, mais je me suis reconnu, bien que très beau. Il y a beaucoup changé. Bon. Oui, c'est un morceau qui s'appelle Moïse contre les idoles, un extrait de Diaspora, qui est mon premier album. Guédalia, c'est aussi biblique, non? Oui, c'est le dernier des rois. Ah oui, donc il y a enfin, je porte ce nom parce que mon grand-père l'avait et était mort quand je suis né, donc c'est une tradition. Dans vos références, alors on essaie de vous cerner, hein, même si on vous écoute, il y a un certain André Glucksmann. Pourquoi est-ce que vous avez dit que André Glucksmann était une de vos références? Parce que je trouve que c'est... D'abord, c'est un très grand philosophe, de mon point de vue. Ouais. Et ensuite, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas peur de regarder le mal en face et de dire qu'il existe. Dans un monde où on accepte volontiers de se bercer d'illusions.
On continue dans les références. Gustave Mahler. Bon, c'est un emphatique, hein. Tous ceux qui l'ont entendu adorent Gustave Mahler. Enfin, non? Vous aimez Gustave Mahler, mesdames? Oui. Oui. Mais et pourquoi vous l'aimez? C'est bien de dire qu'on l'aime. C'est très difficile avec l'art en général, mais encore plus avec la musique, de dire ce qui vous touche. C'est quelque chose qui, chez Mahler, qui a affaire à l'intime. Il y a énormément d'amplitude chez Mahler, donc j'imagine que... Oui, puis il y a aussi une voix, tout simplement, quelquefois un lead, dépouillé presque. Voilà. Autre référence chez vous, regardez. C'est pas la seule. Hey Joe, I heard you shot your lady down, you shot her down. Yes, I did, I shot her. You know, I caught her mess around town. Yes, I did, I shot her. You know, I caught her mess around town, and I gave it a gun. Est-ce que vous êtes un rocker? Merci d'avoir passé ça. Ah bah oui, évidemment. Mais enfin, bon, c'est d'une telle banalité maintenant. Jimi Hendrix, c'est vrai que ça fait partie du patrimoine universel, quoi. Enfin, ou à peu de choses près. Oui, je trouve. Vraiment quelqu'un qui invente une musique qui n'existait pas, qui est un guitariste encore inégalé et qui est mort jeune. Et puis en plus, quelqu'un d'engagé. Je voudrais lire un de vos textes qui m'a un peu troublé. J'ai écrit, moi. Enfin, que vous avez chanté, en tout cas. C'est 10. Vous vous rappelez de 10? Il y a une de vos chansons qui s'appelle 10, dans le disque de vous. Ah, dans Antemortem. Antemortem. Oui. Ah oui, mais sorti comme ça du contexte. Non, mais alors, moi j'y vois de l'inceste, de la pédophilie, enfin, tout ça, et je me dis, mais voilà, on a... je t'encule debout, il n'y a rien de meilleur pour toi que d'être niqué par moi, je t'encule, fuck you baby, etc. Et c'est la mère qui parle à son petit. Pourquoi ça serait la mère qui parle à ça? Ça, c'est votre idée. Ta mère a dit quoi? Ah oui, ta mère a dit quoi? Non, c'est quelqu'un qui parle à son amant ou à sa maîtresse, plutôt, dans mon esprit. Mais c'est aussi quelque chose... Qu'est-ce que ta mère a dit? C'est-à-dire, vous le situez dans une filiation. Et ta mère a dit, peut-on parler d'œuvre en ce qui nous concerne? Je ne sais pas si le terme est approprié. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que l'ensemble de mon œuvre s'inscrit dans une perspective post-génocidaire. Oui. C'est rocker hard, hein, ça? Oui. C'est vrai. Mais les choses veulent aussi... on ne peut pas en exclure l'ironie, d'une part, parce que sinon c'est mort. Et puis là, en l'occurrence, c'est totalement ironique. Et puis, c'est par son exagération même, en tous les cas, le début de ce que vous avez lu, c'est sur deux musiques différentes. Avec le post-génocidaire, c'est une autre musique. Et veut dire le contraire de ce que ça dit, bien sûr. C'est un peu ça l'ironie. Non, mais je voulais justement souligner, enfin, pas le côté agressif, mais en tout cas la virulence de vos propos parfois. Quoi. Ah bah oui, et la crudité de vos propos. C'est votre côté rocker. Oui, et puis j'ai tellement peu de français dans ce que je fais que je peux exagérer parfois. Dell'Inferno, justement, c'est de l'italien. C'est un travail que vous avez fait avec Engel. Avec André Engel, il y a longtemps maintenant. C'était en 82. C'est une pièce de Bernard Potra. Oui, sur Orphée. Et ça se passait dans un lieu improbable vers Saint-Denis, dans une usine qui est démolie maintenant et qui était hors activité, bien sûr. Et on avait rempli d'eau tout l'espace. Donc les spectateurs étaient sur des radeaux. On entrait par un danger de mort, une porte électrique sur laquelle il y avait écrit danger de mort. Ça donne envie. Avec, c'était particulier. Hein. Avec une panthère à l'entrée. Et bon, je jouais le rôle d'Orphée. Je chantais sur une barque pendant que Laurent Terzieff déclamait. On en regarde un très court extrait.
Il arrive. Regarde. Il avait le même visage quand il errait parmi les glaces, escorté par les mouettes et les ours. Quand les banquises se serraient pour lui faire un pont sur la mer. Oui. Bon souvenir? Excellent souvenir et aussi une déception. C'est-à-dire qu'avec tellement de choses inhabituelles, le contexte, l'endroit où on jouait, etc., je me suis quand même retrouvé dans une pièce de théâtre. Et c'était un peu décevant. Je pensais qu'on aurait pu... exploser. Voilà. C'est bien le théâtre. Souvent, pas toujours. Comment est-ce que vous archivez? Tout à l'heure, on parlait de Pierre Louis et on disait que c'était un fou furieux de l'archivage. Il connaissait tout de l'érotisme ailleurs, oui, enfin, il y avait une anthropologie de la sexualité chez lui. Comment est-ce que vous, avec tous les sons que vous créez, comment est-ce que vous faites? Parce que il y a peu de disques dans votre... Oh, j'en ai fait 13 à peu près, là. Oui, il y a une grande carrière, quand même. Oui, c'est vrai. Hein, c'est vrai, mais parce que j'ai fait beaucoup de musique pour le théâtre et ça se prête très peu à la publication. Il faut les retravailler parce que au théâtre, la musique a, si ce n'est un rôle mineur, un rôle secondaire. En tout cas, par rapport à l'acteur. Elle se doit d'avoir un rôle secondaire. Même si elle est très importante, elle doit s'effacer. Ce que vous faites, c'est de l'impro-muse, oui. C'est-à-dire l'improvisation musicale. Oui. Donc, a priori, il y a beaucoup de choses à conserver, j'imagine. Oui, mais j'ai beaucoup de... vous savez, ça prend de moins en moins de place. Au début, c'était sur des bandes magnétiques, donc il y avait effectivement un problème d'archivage. Sur des CD, oui. Maintenant, c'est des CD, donc on peut en mettre vraiment des milliards dans très peu d'endroits, très peu d'espace. Pourquoi avez-vous pu dire j'avais peur de Pierre Boulez? Quand on associe, enfin, quand on dit cette musique, cette musique pourrait être contemporaine. Ah non, non, je vois ce que je voulais dire. Non, c'est par rapport au terme d'impromuse. Ouais, je veux dire, à mes débuts, comme vous l'avez rappelé, je suis autodidacte, donc je ne voulais pas qu'on m'accuse de ne pas faire de musique, ce que je suis tout à fait prêt à admettre. N'empêche que je défendais aussi de faire quelque chose, donc il fallait bien le nommer. Donc j'ai dit de la peinture sur les bandes magnétiques, de l'impromuse, que sais-je. C'est pas que j'ai peur de Pierre Boulez, c'est tout simplement que j'ai peur d'un jugement abrupt. Quels sont vos projets pour le cinéma? Pour le cinéma, j'en ai pas vraiment, si ce n'est que va être publié un film que j'ai fait sur l'Inde il y a déjà une dizaine d'années. Il va être publié à Codalunga en Italie, avec un disque aussi des musiques que j'ai fait à l'époque. Et j'ai encore un projet de théâtre, mais pas de projet de cinéma. Je vais vous poser une question que pourrait vous poser Sylviane Agacinski. Le chapeau, c'est pour vous donner un genre? Non, c'est parce que je suis chauve. Vous m'avez vu avec des beaux cheveux. Oui. Voilà, maintenant je les ai perdus. Est-ce que vous avez un objet avec vous? Oui. Voilà. C'est un bébé requin pris dans le plastique. Et je vous ai apporté ça parce que j'adore les objets. Je le laisse là, peut-être. Mettez-le sur le blanc. Sur le blanc, voilà, on le verra bien. J'ai apporté ça parce que je suis entouré d'objets. J'en ai des dizaines chez moi, peut-être même une centaine. J'aime beaucoup les objets. Et donc, tous ceux que j'apportais, j'aurais été obligé de vous raconter quelque chose par rapport à l'histoire de l'objet, ou ce qu'il veut dire, ou pourquoi je l'ai apporté. Et puis, j'ai vu ce truc et je me suis dit, mais là, il n'y a rien à dire. C'est un bébé requin pris dans le plastique, ça parle tout seul. Voilà. Ça vous dit quelque chose, vous, Aïdé Sabéran? J'aimerais bien le toucher. Voilà, c'est ça. Merci. Étrange, hein? Oui, c'est un vrai. Je vous emprunte Sylviane Agacinski. On va faire un mot à mot et on vous retrouve dans une seconde. Sylviane, si vous voulez bien me suivre. Ah oui, c'est vrai, oui. On va s'installer là-bas. Allons-y. De quel côté vous voulez? Là, ça va? Très bien.
5 mots, vous me dites ce que ça évoque pour vous. Les associations ? Les associations, même si on n'est pas allongé, donc... ça fait un peu divan, hein, ça fait un peu divan, tenons-nous droit. Nullipare, premier terme. Oui, bah, c'est une femme qui n'a pas d'enfant, qui n'a jamais enfanté. Jeanne Sautière avait écrit un jour un livre qui s'appelait Nullipare, comme ça, où elle évoquait ce choix de ne pas en avoir. Mais c'est un mot qui est pas courant, donc en fait, tout de suite, ça fait plutôt penser au mot nul, non pas en rapport avec nullipare, mais c'est un mot qui parle pas directement. Nous sommes d'accord. Marilyn Monroe. Ah. Ça me rappelle immédiatement, mais là, vous me le servez sur un plateau, immédiatement la réplique de certains Lem Show, It's a different sex, quand ils la regardent, quand les musiciens, les hommes se déguisent en femmes pour fuir une mafia, etc., et qu'ils ont un mal fou avec les hauts talons, les jupes serrées, etc. Et ils regardent la démarche chaloupée de Marilyn Monroe et qui disent « c'est un sexe complètement différent ». Bon, intellectuel. J'aime pas. Vous l'êtes. J'aime pas le mot. Je pense qu'il y a des écrivains, des poètes, des romanciers, des philosophes, des scientifiques. Intellectuel, bien sûr, c'est aussi un beau mot parce que ça rappelle l'affaire Dreyfus, j'accuse, donc ça a une très très belle origine, mais je trouve que c'est galvaudé. C'est comme quand on dit artiste à la place de dire qu'on est, je ne sais pas, musicien ou chanteur ou peintre, on dit artiste, ça veut tout dire et rien dire, intellectuel, c'est pareil. Cuissarde. Ah, cuissarde, j'en ai porté. Ça vous fait rire? J'ai beaucoup aimé ça, oui. C'est vrai? On portait à l'époque, c'est vieux, hein, les années 70, on mettait des cuissardes et des shorts, ça revient. Ouais. Et des longs manteaux. Éternel, et des longs manteaux. Et puis le dernier mot, c'est gauche. Ah, gauche. Ça ne me fait pas penser forcément à la politique, encore que maintenant, dans le contexte où nous sommes, aussitôt ça fait penser à la politique, mais... C'est tellement surdéterminé que c'est foisonnant, hein, la gaucherie, la main gauche, la gauche. C'est vrai que ce qui est embêtant avec la politique, c'est que justement, la division droite-gauche, le mot gauche dans notre langue, en tout cas, est un mot toujours dévalorisé par rapport à droite. Hein. On est d'abord droitier plus souvent que gaucher, puis la gaucherie, le fait d'être gauche, c'est être maladroit. Donc c'est un peu dommage que la gauche s'appelle gauche. Très bien, donc en fait, il y a au moins un endroit où vous pourriez être queer, c'est en politique. Qu'il n'y ait plus de droite-gauche. Ah non, je ne dirais pas ça. Non, je ne dirais certainement pas ça, mais il faudrait presque d'autres vocabulaires. Merci Sylviane Agazinski. On continue cette émission avec Avoir le choix. On parle cinéma, littérature, performance et musique. Un ovni en provenance de Bulgarie. Étrange road movie entre elle, Ave, et lui, Kamen, que tout oppose. Elle invente sa vie en empilant les mensonges, quand lui est à la recherche de la vérité de son existence. À la fois une plongée dans un pays que l'on connaît si peu, et dans une jeunesse sans horizon. Le film est sombre autant que lumineux, c'est une vraie découverte de cinéma. На теб и на майка ти. На майка ми? Аз самия имах брат, който загина като войник. Това поне се утешил като герой. Толкова наши момчета се отидаха от този свят, и ти каза нищо. Ти какво си му говорил, а? Казах му за брат ти. Какъв брат? Какъв брат? То дед го убиха в Ирак. Какъв Ирак, бе, момиче? Ти можеш веднъж да кажеш истината, а? Ти можеш един път да не излъжеш. Какво имам общо аз с Ирак, а? Аз тази не я познавам даже. Не ме познаваш. Кога се запознахме с теб? Patrick Bouvet est un plasticien de l'écriture. Ses textes brefs et très visuels triturent la langue pour parler du monde contemporain. La Maison Rouge à Paris l'a invité à lire son dernier livre, Pulsion Lumière, dans l'exposition Néon.
J'avais envie de faire un livre sur le cinéma parce que je m'occupe toujours dans mon travail des images. Dans notre monde contemporain, les images sont à mon avis très critiquables. Et là, le cinéma, évidemment, il y a un rapport d'amour, de haine, d'attraction, répulsion. Elle avance en territoire ennemi, cernée par les miroirs et les néons. Elle traverse la piste, balayée par les lasers, frôlant les corps humides au son d'un synthé disco. La figure centrale de ce livre, en fait, c'est une femme. C'est une figure plutôt floue, presque fantomatique, qui traverse comme ça tout un pan du cinéma. J'ai essayé de travailler sur le cinéma de mon adolescence. Donc j'ai pris le cinéma des années 70, le cinéma américain qu'on appelle le Nouvel Hollywood. À ce moment sont arrivés de nouveaux réalisateurs, Coppola, Scorsese pour les plus connus, qui ont eu les moyens hollywoodiens pour faire leurs films. Et donc cette période a produit des films, des genres comme le road movie, les films sur la théorie du complot, puisque c'est une génération de cinéastes qui a subi l'assassinat de Kennedy. Elle marche dans les rues, ses pulsions monstrueuses mêlées au public. Ses pulsions comme un vaste complot au cœur du complot. Ce titre, c'est parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on nous donne à voir dans ce type de film? En fait, c'est de la pulsion en action. C'est vraiment une pulsion mise en lumière. Les désirs se superposent et se synchronisent. C'est là que le spectacle se produit. Pulsion et lumière. J'ai voulu donner l'impression qu'on était toujours un peu dans un film et hors champ, parce que peut-être que l'actualité qu'on vit, c'est-à-dire la façon dont on nous donne à regarder le monde, les informations, elles sont aussi traitées de plus en plus comme un produit de fiction. Je travaille beaucoup à partir de la presse, de la langue médiatique. Il se trouve qu'en musique, j'ai beaucoup travaillé avec ce qu'on appelle le sampling, l'échantillonnage en français. C'est ce qui permet de prendre un échantillon de musique et éventuellement de le triturer pour en faire quelque chose d'autre. Tous mes textes, je les lis à voix haute et je lis souvent accompagné de musique, voire d'images aussi. Et c'est très important pour moi de rendre cette langue vivante, de la faire passer dans le corps. Elle pénètre une vaste zone blanche, achevant enfin sa métamorphose. Quelques trucs et une gestuelle réglée comme du papier à musique. Et pourtant, face à son jeune orchestre, la brésilienne Deborah Waldman, chef prometteuse de la scène musicale parisienne, est contrainte d'improviser. J'essaie de les accrocher par où je peux. Donc, j'essaie pas de penser des fois comment... Vraiment, j'essaie d'aller tout de suite à la musique. Comment eux, ils pourront assimiler de la façon la plus vite et la plus imprégnante qui reste sur eux, la musique. Eux, ce sont les enfants du projet Demos, un programme expérimental dont l'objectif est de les former en seulement 3 ans au maximum à la pratique instrumentale en orchestre. À la clé, un concert en juin à la salle Playel. L'astuce, un enseignement intensif et collectif pensé entre autres par Gilles Dellebar. La musique classique a une image un peu de musique ancienne et complexe. Or, dans la réalité, lorsqu'on aborde un patrimoine par le sensible, et c'est la démarche que nous avons mise en œuvre pour Demos, on se rend compte que les enfants n'ont pas d'a priori et que pour eux, jouer Mozart ou Beethoven, ça leur est aussi familier que ce qu'on penserait qu'il leur est habituellement réservé. Débutants et issus de milieux peu favorables à la formation musicale classique, ces jeunes interprètes sont très encadrés. Ce qui est important dans ce projet, c'est le travail entre des personnes qui disposent de compétences professionnelles différentes. Un éducateur qui a un rôle plus général dans son accompagnement des enfants et le musicien qui porte son attention sur l'apprentissage de la musique. Vous voyez comment ils ont suivi. Donc c'est-à-dire qu'ils vous suivent, ils captent et sans le savoir des fois, mais ils suivent les chemins que vous leur proposez. C'est ça qui est bien. Ensemble. Concert à Playel, c'est notre but, n'est-ce pas? Arriver au plus haut niveau qu'on peut, arriver à donner au public une sensation qu'il n'y a pas de limites, même si évidemment qu'ils ont des limites, mais que dans cette soirée-là, il n'y a eu pas de limites.
de l'usage de la transgression quand même, hein, pas de limite pour ces jeunes musiciens. On va retrouver Guedalia Tazartes dans un autre moment musical. C'est un deuxième extrait de la bande-annonce dont nous parlions tout à l'heure, du film muet danois Aksan, film de 1922. Extrait. Jacques Bérocal à la trompette. Guedalia Tazartes et Jacques Bérocal. C'est la fin de cette émission. Merci, merci de nous avoir suivis. En écho à toutes nos conversations ce soir, je vous signale la publication dans la collection Bibliothèque de la Pléiade chez Gallimard des œuvres romanesques de Virginia Woolf. C'est important. Pour le reste, dans les prisons françaises, c'est toujours la surpopulation, record de surpopulation. Quant à la peine de mort, elle n'a toujours pas été abolie ni aux États-Unis, ni au Koweït, ni en Iran, ni en Chine. Un mieux quand même, puisque le Connecticut, un État du nord-est des États-Unis, est le 17e État américain sur 50 à abolir la peine de mort. La Chambre des représentants est d'accord, le Sénat est d'accord et le gouverneur a dit qu'il était d'accord. Et donc on allait supprimer la peine de mort dans cet État. Il reste quand même dans les couloirs de la mort du Connecticut 11 condamnés à mort. Pour eux, ils risquent toujours la peine capitale, le supplice capital. Pour tous les autres, ce sera désormais la prison à vie. Fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci mesdames, bonsoir, bonne nuit, à la semaine prochaine. Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière, d'être toujours, toujours heureux.
Parmi les gravats, il souriait dans ce petit bal qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux.